Ah bah ça va, elle était plutôt cool cette expo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air complètement grincheux. Eh ben, c'est que ça m'a donné faim, et quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur. Bah ça va, tu vas pas te laisser non plus te guider par ton estomac quoi. Bah, on dit bien que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Ouais bah dans ce cas, évite d'écouter les neurones de ton ventre. Hein. Quoi? J'ai des neurones dans le ventre? Bah oui, tu savais pas? Non. Bah si tu veux, on peut en parler. On retrouve selon les sources de 200 à 500 millions de neurones dans le ventre. Cela va correspondre en fait à 200 fois moins que dans le cerveau. Ce qui correspond à autant, voire plus, que dans le cerveau d'un chat. Mais c'est bien le cerveau qui commande quand même. Bah oui. Mais le système nerveux entérique n'en reste pas moins le cerveau d'origine. Les premiers organismes pluricellulaires n'avaient pas de système nerveux au niveau de leur tête, mais au niveau de leur tube digestif. Si je comprends bien, la vie a tout d'abord eu un tube digestif. Puis, il a fallu un système sensoriel, la vue, l'ouïe, l'odorat, pour chercher de la nourriture. Et pour manager toutes ces infos, un développement conséquent du cerveau a dû être nécessaire. Et là où c'est intéressant, c'est que chez nos ancêtres relativement proches, eh bien, comme Homo ergaster par exemple, eh bien, il y a eu un grand changement avec la domestication du feu. Le feu nous a permis de cuire nos aliments, de faciliter la digestion et de nous donner jusqu'à 16 fois plus d'énergie. En gros, ce qu'il veut nous dire, c'est que depuis que l'homme a inventé le barbecue, eh bien son cerveau a doublé de taille. Ouais. Donc on a un système nerveux qui assure notre conscience et un autre qui assure notre digestion d'une manière indépendante. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai mon cerveau primitif qui me dit qu'il a toujours faim. Ah oui, et t'as un bon nombre de bactéries à nourrir, figure-toi. Hein. Quoi? J'ai des bactéries dans le ventre? Non, je rigole, je le savais. Mais tu dis que j'en ai beaucoup qui profitent de mes repas? 100 000 milliards de bactéries. Bon d'accord, ce chiffre ne parle à personne. En fait, ça fait 1 à 2 kilos, ce qui fait un beau poulet. Cet ensemble de bactéries, eh bien, on l'appelle flore intestinale, ou on préfère encore le terme aujourd'hui microbiote. Ok, je comprends mieux. Mais 2 kilos, là tu commences à me faire flipper. Ça fait un sacré nombre de bactéries. Hein. Ça doit être la fiesta là-dedans. En même temps, ce sont nos amis. C'est ce qu'on appelle du mutualisme. Tu sais ce que c'est? Eh oui, c'est un peu comme une grosse coloc. On trouve chacun un intérêt à vivre ensemble, même si on peut survivre séparément, à la différence d'une symbiose. Bon après, j'aime pas trop l'idée que mon jardin intime sert de refuge à autant d'inconnus. Ouais, mais c'est vachement important. Hein. Tu veux savoir à quoi ça sert? Ah bah pourquoi pas, ouais. Eh ben allez, c'est parti. Moi je te propose eh bien, une expérience. Celle de Monsieur Wassman qui nous a révélé des choses intéressantes. Bon, là on a deux souris. Une normale, une axénique, c'est-à-dire sans flore intestinale. C'est possible ça? Non, car en fait en temps normal, lors de notre naissance, nous n'avons rien dans le ventre. Et ce n'est que lors des toutes premières heures que les bactéries vont commencer à s'installer. Et là, pour cette expérience, eh bien, les souris naissent en milieu stérile. Ok, et? Eh bien, en donnant à manger tous les jours à ces deux souris, on s'est rendu compte qu'elles ne grossissaient pas du tout de la même façon et qu'il fallait finalement près de 30% de plus de nourriture pour qu'elles fassent le même poids. Donc en fait, elle nous aide à digérer. Ouais, exactement. Et on s'est aperçu bien plus tard en fait que c'est grâce à elles que l'on peut dégrader tout ce qui est fibres alimentaires ou bien encore avoir des vitamines par exemple. Bon, bah moi, ça me dirait bien qu'on me retire quelques bactéries si je peux manger 30% en plus sans grossir. Ouais, mais c'est pas une bonne idée du tout. Hein. Et pourquoi? Ah, parce qu'elles ont aussi un rôle en plus. Eh bien, le truc, c'est qu'elles sont si bien installées dans ton ventre qu'elles ne veulent absolument pas qu'on vienne prendre leur place. Et du coup, eh bien, elles se défendent de tous les autres agents pathogènes et te protègent en formant une sorte de barrière naturelle. Donc en fait, on dit deuxième cerveau. Mais elles ont aucune incidence sur notre comportement. Ah, j'ai pas dit ça, car nos deux systèmes nerveux, eh bien, ils sont reliés. Et d'ailleurs, la recherche est à fond sur le sujet depuis, allez, disons, 5 ans, grâce à de nouvelles avancées techniques. Revenons à nos souris. Bon, alors comme tout à l'heure, on a une souris avec une flore intestinale et l'autre sans. On a voulu voir si cette différence pouvait affecter leur sociabilité en les plaçant devant 3 chambres. L'une est vide, l'autre héberge une souris qu'elle connaît, et la troisième est bien une souris inconnue. On regarde alors ce qui se passe en répétant de nombreuses fois cette opération. On constate quoi? Les souris sans flore intestinale préfèrent aller dans une cage vide ou encore à la limite vers la cage d'une congénère plutôt que vers l'inconnu. Là, tu vas me dire qu'elles sont devenues associables peut-être. C'est un peu ça, ou alors on va dire peur de la nouveauté. Mais il y a de quoi être curieux. Du coup, on a continué en leur ajoutant de nouveau une flore intestinale, et on a constaté quoi? Eh bien que finalement, cela rétablissait le comportement social normal des souris témoins. Ah ouais? Et ouais, et il y a encore mieux. Nos amis canadiens ont eu l'idée de faire des échanges de flore intestinale pour voir si cela avait un effet sur l'anxiété. Non mais attends là. Tu peux me dire comment est-ce qu'on sait qu'une souris est anxieuse? Eh bien, on a trouvé des dispositifs pour observer si un animal est anxieux ou aventureux. Par exemple, on place une souris sur une plateforme au-dessus de l'eau et l'on calcule le temps qu'elle met à descendre. Ou encore, on peut regarder les déplacements dans ce drôle de machin là. Si elle s'abrite dans les bras refermés, c'est qu'elle ne se sent pas très aventureuse non plus. Bon, ok. Mais on a fait quoi avec ça?
Eh bien, en échangeant les flores intestinales des souris anxieuses avec celles des souris aventureuses, on a observé qu'elles échangeaient de comportement. Modifier ce qu'on a dans le ventre, ça doit être une sacrée opération chirurgicale. Bah, il n'y a pas besoin d'être opéré en fait. Tu peux utiliser des probiotiques. Ah, les probiotiques là, le truc qu'on donne contre le stress des examens. Bah, oui. 2 ferments classiques du yaourt, plus une 3e bonne bactérie. Lactobacillus casei danone. Cela dit, en cherchant un peu, j'ai trouvé qu'une seule étude démontrant les effets des probiotiques. C'était quoi la conclusion? Ah, tu veux vraiment savoir? Bah ouais. Alors attends, en gros, une femme qui se nourrit de yaourts enrichis en probiotiques pendant 1 mois est moins sensible au stress généré par des images de femmes agressives. Elle vient d'où cette étude? C'est Danone. Du coup, eux, ils admettent qu'il existe un lien entre flore intestinale et comportement. C'est vrai. Oh, du coup, ça me fait penser à la toxoplasmose chez les chats. La toxoplasmose? Ça n'a rien à voir, c'est du parasitisme. Allez, on en parle quand même pour faire un peu plus peur. Bon, ok, d'accord. Après tout, c'est un tiers de la population mondiale qui en est infectée. On connaît la toxoplasmose depuis les années 1900. Mais il y a une étude très récente qui a révélé un fonctionnement assez incroyable. Bon, j'explique. Le but de ce parasite pour survivre, c'est de finir dans l'intestin d'un chat. Mais pour cela, il peut se retrouver chez des hôtes intermédiaires, mais cette fois-ci dans leur cerveau, et plus particulièrement ici, dans l'amygdale cérébrale. Si on prend par exemple des rats infectés par ce parasite, on a constaté qu'ils montraient des signes d'excitation sexuelle après avoir reniflé de l'urine de chat, au lieu des signes de peur détectés chez les individus sains. Les rats infectés ont alors tendance à rechercher la présence des chats au lieu de la fuir, ce qui favorise la transmission du parasite à l'hôte définitif. Et la particularité, c'est que ce parasite s'installe aussi chez nous. Oui, mais c'est quand même pris en charge par notre système immunitaire. Arrête de raconter des histoires juste pour faire peur aux enfants. Non mais imagine qu'en réalité, j'aime pas vraiment les petits chats. Et que ce soit le parasite qui me force à regarder toutes ces vidéos sur internet. Et pour revenir à la flore intestinale, je sais pas si on lui a fait plaisir avec ce qu'on a mangé. Bah peut-être. Je sais pas, il y a nos 5 fruits et légumes là-dedans. Bah, les chips, déjà ça compte. Enfin, c'est quoi, c'est un fruit ou un légume? Ouais, mais après c'est de la pomme de terre quand même.